Bonsoir, je suis Florence, nous sommes au Musée des Beaux-Arts avec Stéphane qui est derrière la caméra et bien, j'ai envie ce soir de vous emmener dans une découverte insolite à la lampe de poche et de vous faire entrer dans une salle qui est comme un petit musée dans le musée. Alors cette salle, elle fait découvrir plus de 40 000 monnaies, médailles, sceaux qui sont exposés pour certaines dans les vitrines que l'on aperçoit. Alors, ce n'est pas tout à fait la pénombre dans cette salle parce qu'il y a de grandes fenêtres très hautes qui ouvrent directement sur la place des terreaux. Alors d'ailleurs, on aperçoit l'hôtel de ville, vous apercevez sa façade. On aperçoit même la fontaine de Bartholdi. Voilà, ça brille, il a plu aujourd'hui. Au-dessus de nous, il y a un plafond incroyablement décoré avec des caissons. Tu vois, en fait, c'est doré à la feuille d'or. Donc, ce sont des stucs, des reliefs de sculptures, de fleurs, de feuillages qui ressortent sur le fond rouge. Il y a des frises de grec qui entourent aussi ces fonds rouges. Tout un décor qui a presque 200 ans. En fait, ça date de l'époque des premières salles du musée. Et là, juste au-dessus de la porte, il y a, alors c'est loin, hein, c'est peut-être difficile à apercevoir, mais il y a le blason de la ville de Lyon, avec d'ailleurs tout en haut des têtes de lion qui décorent tout le haut des murs. Alors il y a même des bustes, ce sont des bustes de Lyonnais dignes de mémoire qu'on en aperçoit. Des peintres, des sculpteurs, des architectes. Là, on remonte le temps, hein, on est à peu près 400 ans avant notre ère. Un visage qui est auréolé de rayons et qui est en fait la représentation du dieu Hélios, le dieu du soleil, qui protège la ville de Rhodes, puisque, d'après le mythe, c'est grâce à cette divinité que la ville se serait sortie des eaux de la mer Méditerranée et aurait pu se construire, s'élever. Je voulais te montrer un trésor cette fois-ci. Un trésor qui a été retrouvé non loin d'ici et on l'aperçoit, en fait, ce trésor, ce sont plus de 500 pièces de monnaie d'or et d'argent. Elles semblent se déverser là d'un petit pot en terre et en fait, effectivement, le trésor a été retrouvé dans un autre pot puisqu'il date de la fin du Moyen-Âge. Il était enfoui sous la terre et sais-tu où il se trouvait? En fait, il était pas loin d'ici du tout, sous la place des terreaux. On l'a découvert lorsque l'on a construit le parking souterrain sous la place. Regarde le haut de l'escalier, il y a des voûtes en fait et des arcs rampants qui sont asymétriques pour rattraper les niveaux en fait de l'escalier qui monte. Alors je te propose qu'on gravisse jusqu'au 2e étage et là, je vais donner la lumière à Muriel parce qu'on arrive à l'étage des peintures. Bonsoir, je suis Muriel Charrière, médiatrice culturelle au Musée des Beaux-Arts et je vous accompagne maintenant avec Stéphane pour une visite tout à fait insolite du département des peintures. Et nous arrivons maintenant dans la salle que les enfants adorent. En fait, c'est la salle des grands tableaux, Stéphane. Tu vois ces formats immenses, ces représentations très agitées, beaucoup de mouvements, beaucoup de couleurs. Et alors là, curieusement, devine ce qui intéresse le plus les enfants. Et bien souvent, c'est les cadres. Parce qu'il y a de magnifiques cadres dorés. Et puis une fois qu'ils ont parlé des cadres, alors là, la scène des têtes coupées, en général, crée évidemment un petit cri d'horreur de leur part. Et ça me fait toujours penser
au fait que c'est un peu comme dans leurs jeux vidéo ou la télévision, ces scènes qui viennent justement interpeller le public. En fait, ces grandes peintures, elles étaient en fait dans des églises, pour la plupart à Paris. Il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas d'électricité. Et évidemment, c'était l'occasion de venir toucher les fidèles par des scènes comme ce grand festin du repas chez Saint-Simon. Et alors, je voulais te proposer, de regarder, on est regardé en fait, monte un petit peu vers le haut, un petit peu plus encore vers le haut, il y a un personnage, un seul, qui nous regarde, comme s'il nous interpellait. Et alors ça, c'est typique surtout au XVIIe siècle, puisque là, on est dans la peinture XVIIe. Le peintre aimait bien se peindre, donc un autoportrait, et comme s'il venait nous faire un petit coucou. Qu'est-ce qu'il montre? Il traverse le temps. Alors, il nous montre évidemment la scène qui se déroule ici sous nos yeux. On retrouve le Christ et Marie-Madeleine à ses pieds. En fait, même pour nous, on découvre des choses qu'on ne voit pas du tout la journée. Eh bien voilà, je te propose de venir faire un zoom sur un détail de couleur parce que je voulais évoquer avec toi une chose dont on parle évidemment de temps en temps, mais auquel on ne pense pas. C'est que par exemple ici, pour arriver à ce bleu, à produire ce bleu absolument incroyable, d'une intensité aussi bien le jour que la nuit absolument magique, eh bien, il faut se rappeler que dans les ateliers, les peintres, avant de peindre, il fallait aussi fabriquer la couleur et qu'il y a toute une alchimie de préparation. Et pour ce bleu, en fait, qu'on appelle le bleu d'outre-mer, eh bien, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il fallait aller chercher la matière première, en quelque sorte, qui ici est le lapis lazuli, donc on l'appelle aussi le bleu lapis lazuli, donc pierre précieuse, pierre très rare, qui provenait en fait d'Afghanistan, d'où cette appellation d'outre-mer. Et là, je suis ravie de voir que sur ton écran, c'est un bleu lumineux. Et effectivement, dans la salle, sur la Vierge Marie, quand on est de loin, on a presque l'impression qu'elle est éclairée par ce bleu lapis lazuli. Pourquoi on disait que c'était aussi cher que l'or, ou plus cher que l'or? Alors, extrêmement précieux. Ce bleu, non seulement il était extrêmement cher et plus cher que l'or, comme tu viens de le rappeler, mais la qualité surtout qu'il a, c'est cette saturation de la couleur, cette intensité et cette stabilité. Alors, dans cette pénombre, ce que je voudrais te faire découvrir aussi, c'est des tableaux qui ont été peints pour nous toucher. Et là, je voudrais t'emmener vers ce magnifique portrait de femme que j'affectionne particulièrement, qui a été restauré récemment en plus, et qui nous met en face d'un moment dramatique. Donc, on découvre ici l'histoire de Lucrèce, où on peut se rappeler l'histoire de Lucrèce, qui était mariée à un riche romain et qui va se donner la mort parce qu'elle a été déshonorée en quelque sorte. Alors regarde ce visage, ce détail, et puis on retrouve cette présence du bleu. En journée, on ne voit pas autant ce turban. Exactement. Ce ruban, et puis alors tu vois là, ce que je suis en train de voir avec toi aussi, c'est toutes ces craquelures, évidemment. Alors, ce n'est pas tous les tableaux. Et tout à l'heure, je parlais de la question de l'alchimie de la peinture. Il faut savoir que les peintres, une des recherches qu'ils menaient depuis la Renaissance, avec la mise au point de la peinture à l'huile, c'était justement d'arriver à des liants où la peinture ne craquellerait pas. Il y avait une véritable recherche sur la qualité et la stabilité des couleurs. On va rester dans le monde féminin. Je te propose encore un portrait de femme. On remonte un petit peu le temps. Et on va aller voir, là encore, comment un artiste, Luca Cranach, va sublimer en quelque sorte ici ce modèle féminin qui pose pour lui cette noble dame saxonne. Souvent à cette époque-là, on avait plutôt l'habitude d'avoir des couleurs foncées. Et là, donc, il va marier l'harmonie entre le vêtement, la couleur, et puis regarde tous ces bijoux. À la fois, il y a une très grande sobriété et puis un très très grand raffinement. Et là encore, tu vois, de près, je trouve que la nuit, on peut découvrir tous ces détails. Et tu disais que c'était de Cranach, mais j'arrive pas à lire Cranach, moi. Alors ça, c'est extraordinaire. On découvre quelque chose vraiment mais de minuscule et d'une finesse incroyable. Alors évidemment, la signature. Et au-dessus, au lieu de la signature,
il reprend en fait une armoirie qui lui a été offerte en quelque sorte par rapport à son nom. Et donc c'est un serpent couronné avec des ailes de chauve-souris. Alors je ne sais pas si tu arrives à voir, Oui, hein. oui, oui. C'est minuscule, hein. C'est comme toute petite, extrêmement fin, de la même finesse que les bijoux et les bagues juste à côté, hein. La signature de Cranach au début du XVIe siècle. Ah oui, ce cadre doré qui est extrêmement travaillé et d'une beauté qui participe du même raffinement. Là, on voit le travail de l'encadreur. Alors, ce qu'on ne sait pas toujours dans les musées, les gens nous demandent tout le temps, est-ce que ce sont des cadres d'origine? Là, je serais tentée de le dire, mais la plupart du temps, ça n'est pas le cas. Et souvent, on ne sait pas la provenance des cadres. Alors là, c'est incroyable, hein, c'est des volets d'un retable. Et effectivement, on se souvient hein, qu'au Moyen-Âge et encore au début de la Renaissance, on raconte, comme une sorte de BD, effectivement, les scènes. Et là, j'adore, une scène qui nous met en confrontation entre les anges qui sont en direction du paradis, mais surtout la chute de ces démons. On dirait que les anges ont été transformés en démons. Transformation, effectivement, des anges ici déchus, des anges déchus qui chutent en fait et qui tombent en quelque sorte en enfer. Ah oui, on les voit sur le deuxième panneau. Et puis alors, dans la gueule du... Alors là, on est dans la gueule des enfers, mais avec l'idée du purgatoire, puisqu'en fait, Saint Michel est en train de sauver non pas des hommes, mais des âmes. Et les âmes ont été personnifiées hein, par ces enfants. Donc ce sont les âmes qui sont sorties ici de l'enfer. Alors pour terminer, on va faire un grand saut dans le temps. Je t'emmène voir en fait une œuvre du 19e de Renoir. Et donc voilà, regarde ici, on a toute cette enfilade de ces cadres dorés absolument magiques en quelque sorte, hein, surtout dans la nuit. Et je te propose donc qu'on termine en fait avec un autre portrait de femme. J'ai un petit peu une thématique ce soir, et donc ce portrait de Renoir, thématique aussi de la couleur, parce que tu vois la lampe de poche en fait, et selon la couleur de ta lampe de poche, selon la couleur de la lumière, ici elle vient intensifier complètement les touches de Renoir. Regarde tous ces reflets qu'il y a sur les cheveux, la subtilité de ces reflets colorés. Hein, tu te souviens, les impressionnistes, c'est vraiment ce travail sur la lumière. Et ici, Renoir a utilisé un fond dans les orangés, qui est justement la couleur complémentaire de ce beau ruban bleu. Et d'ailleurs, le titre, c'est « Jeune fille au ruban bleu ». Et regarde au niveau de sa peau aussi, comment Renoir a traité avec subtilité cette peau. Diaphane, blanche? Diaphane. Non, pas blanche. Mais pas blanche, en fait. Hein. Très peu de blanc pur hein, chez les impressionnistes, puisqu'on est plutôt dans toutes les couleurs. Oui, violet, bleuté. Sans parler de tous ces reflets hein, qui arrivent jusque dans notre œil. Et ce fond qui sûrement vient aussi influencer les couleurs voisines, hein, ce fond presque sensuel et qui met en valeur évidemment la peau de cette jeune fille que Renoir a su sublimer. Et on va donc redescendre et terminer cette visite. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez aimé cette visite et on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver pour de prochains rendez-vous. Continuez à nous suivre, ce sera avec grand plaisir. On descend ensemble? On descend. Tu me donnes le bras?